Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du rôle de chercheur en résidence aux crises. C'est une communication qui sera faite à deux par Annie Camus, qui est professeure-chercheur à l'UQAM et chercheur en résidence au TIES, et par moi-même, Geneviève Huot, qui suis directrice adjointe du TIES. Alors, le plan de notre présentation, essentiellement, on va vous parler du rôle de chercheur en résidence, mais je vais commencer par vous parler du TIES, ce que c'est, son origine, sa méthodologie, et ensuite, je passerai la parole à Annie Camus pour vous parler davantage du rôle de chercheur en résidence. Le TIES tire d'abord ses origines au sein du service aux collectivités de l'UQAM. L'Université du Québec à Montréal, en 1976, décide de se doter d'un service interne pour vraiment opérationnaliser son rôle de service à la collectivité. Alors, on sait que les universités ont trois rôles, la recherche, l'enseignement et le service à la collectivité. Donc, en 1976, l'UQAM se dote de ce service et dote de ce service de ressources, de personnel, de fonds pour vraiment pouvoir organiser le travail avec la collectivité, avec les organisations communautaires, syndicales, d'économie sociale, groupes de femmes, etc. Et développe toute une méthodologie de travail partenarial qui sera à l'origine de la méthodologie actuelle du TIES. Au début des années 2000, en économie sociale particulièrement, une infrastructure de recherche partenariale se met en place. Donc, l'Alliance de recherche université-communauté en économie sociale permet pendant une dizaine d'années à des chercheurs qui s'intéressent à l'économie sociale et à des réseaux d'économie sociale de travailler ensemble dans le cadre de recherche partenariale et de mettre en œuvre tout un travail de co-construction de connaissances. En 2012, le TIES est mis sur pied en se basant sur ces deux expériences-là. Et le TIES est mis sur pied encore là par des réseaux d'organisation de l'économie sociale et par des chercheurs qui s'intéressent à l'économie sociale, dont la plupart avaient participé à l'Alliance de recherche université-communauté en économie sociale et dont la plupart des chercheurs sont aussi membres du CRIS au départ, à l'origine du TIES. Le TIES a comme mission de contribuer au développement territorial. En fait, au TIES, on travaille sur les questions d'économie sociale, mais on s'intéresse particulièrement à comment l'économie sociale contribue au développement territorial. Ce que fait le TIES, plus particulièrement, c'est de transférer des connaissances pour outiller les organisations d'économie sociale et solidaire à faire face à des enjeux de société de façon innovante. Bon, la mission est écrite comme ça, mais quand on parle d'outiller les organisations d'économie sociale, on pourrait entendre aussi outiller les chercheurs qui s'intéressent à l'économie sociale. Pour nous, le transfert se fait de façon bilatérale, autant vers les chercheurs que vers les praticiens. Et ultimement, ce que vise le TIES, c'est à outiller ces organisations-là et ces chercheurs à transformer leurs pratiques. Donc, peut-être la différence entre ce qu'on faisait au sein de l'Alliance de recherche, qui était de faire de la recherche partenariale, et ce qu'on fait au sein du TIES, c'est qu'au TIES, on a l'ambition de se rendre jusqu'à la transformation des pratiques. Donc, le TIES, c'est un réseau de chercheurs et de praticiens en économie sociale et c'est un lieu de croisement des savoirs. On a les savoirs des chercheurs qui sont peut-être plus académiques, les savoirs des praticiens qui sont peut-être plus pratiques et on organise le croisement de ces savoirs-là. En organisant ce croisement de savoirs-là, on permet aussi la création de nouveaux savoirs. Alors, le TIES est un capteur d'innovation puisque le TIES réalise tout un travail de veille. Le TIES est aussi un diffuseur d'innovation et un facilitateur d'innovation. Quand on organise le croisement des savoirs, quand on s'intéresse à trouver des solutions à des enjeux de société, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des chercheurs, des praticiens qui ont des connaissances, qui peuvent contribuer à trouver des solutions innovantes, mais on doit organiser cette rencontre-là pour que les innovations puissent avoir lieu. Donc, on est un facilitateur d'innovation. On est aussi un gestionnaire de projets parce que les enjeux spécifiques auxquels on s'intéresse vont prendre forme à travers des projets précis. Par exemple, sur le changement d'échelle en économie sociale, sur l'économie circulaire, sur la contribution de l'économie sociale à la qualité des milieux de vie des aînés. Et là, on cherche des solutions innovantes et on gère des projets qui vont s'intéresser à ces enjeux-là. Et le TIES est donc aussi un multiplicateur, un passeur de bonnes pratiques. La méthodologie du TIES. Quand on parle de méthodologie de transfert, on pourrait dire qu'il y a trois grands types d'approches. Une première approche où le transfert est linéaire. Il y a d'un côté des producteurs de connaissances et d'un autre côté des utilisateurs. On comprendrait que dans ce modèle-là, les producteurs sont essentiellement les chercheurs
et les utilisateurs, essentiellement les organisations terrain qui attendent qu'on leur déverse la grande connaissance. Bon, vous aurez compris à mon ton que ce n'est pas le modèle d'ITIES. Il y a aussi un modèle bidirectionnel où les praticiens qui rencontrent des enjeux vont formuler des demandes de recherche et vont demander à des chercheurs de trouver des solutions pour qu'ils puissent faire face à leurs enjeux. Ce n'est pas non plus le modèle d'ITIES. Le modèle d'ITIES est plutôt celui de l'interaction où il y a un espace collaboratif où on permet la rencontre entre les chercheurs et les praticiens et la rencontre entre leurs connaissances. Alors, pour pouvoir œuvrer dans ce modèle-là d'interaction, il y a des prémices. La première, c'est qu'on considère que les connaissances pratiques et théoriques sont aussi importantes les unes que les autres et aussi valables. Donc, il n'y a pas de connaissances qui seraient supérieures à d'autres. Et la deuxième prémisse, c'est qu'il faut organiser la rencontre entre ces connaissances-là et donc la rencontre entre les chercheurs et les praticiens. Il ne s'agit pas d'asseoir des gens dans une même salle ou devant des écrans. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de proximité qui se fasse avec du personnel qualifié, avec une expertise particulière. Ça demande du temps, ça demande des ressources. Il y a un aspect relationnel, un aspect informel à ce travail-là. Et on pourrait dire que la co-construction, c'est l'art de faire dialoguer chercheurs, praticiens, de faire dialoguer différentes connaissances et l'art d'équilibrer les forces et les pouvoirs qui sont en jeu dans le cadre des projets et dans le cadre de tout le travail de co-construction qui se fait. Alors, la co-construction au TIES, ça se fait dans des projets spécifiques, ça se fait un peu projet par projet sur des enjeux précis. Et ça se fait aussi dans les structures de travail et les instances. On a un conseil d'administration qui est paritaire chercheurs-praticiens. On a un conseil scientifique où il n'y a pas que des chercheurs et où on réalise aussi ce travail de co-construction-là. Et là, davantage sur les grandes orientations du TIES plutôt que sur des enjeux précis. Et la co-construction se fait aussi dans les processus internes, dans le développement du TIES en tant qu'organisation. Et dans ces processus-là, eh bien, il y a notamment notre chercheur en résidence ou chercheresse en résidence qui joue un rôle particulier et qui maintenant va vous parler davantage de son rôle. Merci Geneviève. Donc, je me présente, je suis professeure-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, où je travaille particulièrement sur la gestion des entreprises d'économie sociale et sur l'innovation sociale. J'ai participé donc à l'Alliance de recherche Université-Communauté Économie sociale dont Geneviève parlait tout à l'heure et je m'intéresse donc aussi à des pratiques de recherche justement qui reposent sur ce croisement des savoirs. Et c'est un peu dans cet esprit-là, donc, que cette expérimentation a commencé en 2017 avec le TIES et dont le principe initial était, dans le fond, une espèce d'effectuer une résidence in situ, un peu à la manière des artistes en résidence, donc d'être sur les lieux physiquement hors de l'université. Et donc, depuis 2017, c'est à raison d'environ une journée par semaine, je dis environ parce que des fois, ça a été un peu plus que ça, que je passe dans les bureaux du TIES. Et ces journées-là sont des journées aussi qui n'ont jamais été réfléchies avec un programme particulier. C'est des journées où la chercheresse, j'aime bien à parler, la chercheresse donc est disponible, elle est présente. Alors, évidemment, elle peut participer à des activités de façon structurée, mais il n'y a pas un projet sous-jacent à ça. L'équipe aussi du TIES sait que je suis là et donc ils peuvent avoir recours à mes services. Puis on va voir un peu comment ça s'est traduit. Évidemment, quand on a commencé cette expérimentation-là, on n'avait pas de modèle de chercheur ou de chercheresse en résidence. Et donc, ce que faisait cette personne, on l'a un peu créé chemin faisant dans une démarche qui a été aussi très réflexive avec les acteurs justement du TIES qui m'accueillaient. Donc, concrètement, au cours de ces années, comme chercheresse en résidence, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai participé à certains des projets dont Geneviève parlait tout à l'heure, donc ces projets que mène le TIES autour d'enjeux spécifiques, projets auxquels j'ai participé avec mon chapeau de chercheur et en quelque sorte, ça n'a rien de spécifique, je dirais, au rôle de chercheur en résidence. J'aurais pu faire ça tout en étant professeur à l'UQAM dans mon bureau. Là où ça devient intéressant, c'est que ça m'a permis aussi d'adopter une posture ethnographique, c'est-à-dire que je suis sur place, ça me permet d'écouter, d'observer et de faire des premières analyses à chaud sur ce qui se déroule sous mes yeux. Ça me permet ensuite de redonner, dans le fond, aux acteurs aussi le regard externe et ce regard avec cette analyse que je porte. Donc, je me trouve à soutenir, si on veut, la réflexivité des acteurs dans la propre production de leur organisation et ultimement dans la production donc, de connaissances à ce niveau-là.
J'ai été aussi souvent une caisse de résonance, parfois même une empêcheuse de tourner en rond, puisqu'on peut venir discuter avec moi pour valider des éléments, pour discuter d'enjeux qui peuvent être parfois conceptuels, parfois méthodologiques, parfois carrément des enjeux sociétaux, pour permettre à tout le monde, autant aux chercheurs qu'aux acteurs, de développer ses capacités et sa pensée. C'est sûr que ça m'a permis aussi de sensibiliser les acteurs à la réalité des professeurs-chercheurs, ce qui est parfois un des défis dans l'arrimage du travail chercheur-acteur-praticien. J'ai aussi eu l'occasion de me servir de cette présence-là pour faire du transfert plus traditionnel, moins sous la forme de ce que Geneviève a présenté, c'est-à-dire que d'amener à la table des connaissances ou des productions scientifiques, de la littérature scientifique qui pouvaient peut-être aider, contribuer au développement de certains projets, de réponses à certaines questions et ainsi de suite. Et finalement, et là, c'est là aussi où c'était très imbriqué avec les processus internes, j'ai participé à la démarche de développement organisationnel que le TIES a menée face à sa croissance et croissance qui est quand même particulière puisqu'on est face à une organisation qui est en elle-même une innovation, donc qui a été créée de toutes pièces, oui, avec des inspirations, des racines, mais dans le fond, qui n'avait jamais pris vie de cette façon-là. Alors, est-ce que d'être chercheur ou chercheresse en résidence a quelque chose de novateur? Je dirais l'élément principal, il se situe véritablement dans le fait qu'il n'y a pas de projet de recherche. Hein, quand on a créé cette expérience-là, on n'avait pas de projet de recherche en tête. L'objectif n'a jamais été non plus, à travers ce rôle-là, de développer un projet de recherche comme tel. Et il n'y a pas eu, finalement, jamais de véritable projet de recherche qui soit intimement associé au rôle de chercheresse en résidence. Ce qui entraîne, entre autres, la question de, mais alors, est-ce qu'un chercheur en résidence fait de la recherche? Et donc, ça nous amène aussi à réfléchir à qu'est-ce que la recherche? Est-ce que la recherche, c'est de la production de nouvelles connaissances? Auquel cas, oui, clairement, je pense qu'il y avait là recherche. Par contre, cette connaissance produite, elle n'est pas diffusée dans les normes ou les outils de diffusion habituels, par exemple, de la recherche classique. Au-delà de la question de mais est-ce que c'était vraiment de la recherche qui en elle-même pourrait faire l'objet d'une communication complète, est-ce qu'il y a un intérêt donc à ce rôle ou à cette pratique de chercheur en résidence? Comme je m'inscris, et comme le TIES aussi, au cœur de cette question du croisement des savoirs, je pense que derrière l'expérience qui a été menée de chercheurs en résidence, il y avait un peu cette volonté de est-ce que ça peut contribuer justement à ramener les rapports de pouvoir. Et donc, c'est là où j'en viens à parler, où on en vient à parler de la fameuse décolonisation épistémique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'injustice épistémique désigne en fait la remise en question de la capacité d'une personne de se positionner comme productrice de savoir dans le discours. C'est-à-dire qu'on va retirer explicitement ou implicitement à des gens la reconnaissance d'être producteur de savoir. Et ça, c'est ce qui génère de l'injustice épistémique. Et si on veut, donc, par analogie, en quelque sorte, le savoir académique ou universitaire ou scientifique, peu importe le nom qu'on voudra lui donner, a connu des heures de gloire et a pris une grande place dans la société contemporaine qui induit de l'injustice épistémique auprès de ce qu'on pourrait appeler des non-scientifiques ou souvent ce qu'on va appeler justement les acteurs de la pratique, les praticiens, les acteurs de terrain. Donc, l'idée du croisement des savoirs, c'est donc déjà un premier pas justement vers une justice épistémique dans la reconnaissance que les savoirs académiques ou scientifiques sont valables, mais tout autant que des savoirs, par exemple, expérientiels et traditionnels. Est-ce que la pratique de chercheur en résidence, donc, contribue à cette justice-là? Oui, indéniablement. C'est ce qu'on arrive à en conclure jusqu'à présent. D'une part, ça soutient justement le dialogue et les échanges entre praticiens et chercheurs, ce qui permet d'une part la création de liens, mais qui aide aussi à développer un vocabulaire commun, des références communes, des aptitudes aussi à la traduction, parce que le milieu de la recherche n'est pas le milieu de la pratique, ce qui, entre autres, va générer son lot de conflits et d'incompréhension. Donc, la pratique de chercheur en résidence vient justement soutenir ce dialogue-là et aide la compréhension mutuelle. C'est aussi une pratique qui peut transformer le chercheur. Ça oblige en quelque sorte le chercheur à sortir de sa zone de confort. Il se retrouve aussi à
exercer son métier au sein d'un milieu où il est non plus majoritaire et entre semblables, mais minoritaire. Et surtout, s'il est sans projet, ce qui est l'élément distinctif, dans le fond, ça le place dans une position où il doit encore plus que jamais écouter et trouver sa place, voire la construire avec les acteurs qui l'accueillent. Et c'est là où je pense qu'il y a une contribution extrêmement intéressante du rôle de chercheur en résidence dans cette véritable co-construction de ce qu'est la recherche et de ce qu'est la production de connaissances. Ultimement, même, le chercheur peut se trouver à soutenir l'habilitation des acteurs et en leur donnant des clés pour qu'ils deviennent aussi un peu des chercheurs. Donc, il y a quelque chose aussi de très émancipateur dans cette pratique-là. Est-ce que donc on devrait la diffuser et si oui, à grande échelle? Disons que pour le moment, de notre côté, au TIES, on est encore en mode expérimentation, réflexion sur essayer de cerner plus précisément quel est le rôle et quel ne devrait pas être le rôle d'un chercheur ou d'une chercheresse en résidence, quelles en sont les frontières, comment on peut traduire ça dans d'autres organisations, par exemple, que le TIES. C'est aussi une pratique qui va soulever des enjeux du côté des chercheurs d'une part, puisque pour le moment, il y a peu de reconnaissance du côté des institutions d'enseignement à ce type de pratique-là. C'est une pratique qui est très chronophage, qui va demander beaucoup de temps pour le chercheur et qui ne produira pas les mêmes résultats que ceux auxquels les institutions d'enseignement sont habituées ou sont généralement ont des attentes. C'est-à-dire que la productivité, si elle est mesurée au nombre de publications scientifiques, bien, il y a un impact de la recherche en résidence sur cette productivité-là. Donc, il y aura des enjeux pour les chercheurs qui seront intéressés à cette pratique, qui va demander probablement éventuellement des transformations au niveau des institutions d'enseignement. Il y a aussi des enjeux, bien sûr, pour les acteurs qui seraient des hôtes de chercheurs en résidence. Et il ne faudrait pas, par exemple, que les milieux hôtes ou accueils soient instrumentalisés au profit des chercheurs en résidence. Il se pourrait aussi parfois qu'il y ait des attentes déçues, et ça même peut-être de part et d'autre, d'où l'importance de conserver un dialogue réflexif en tout temps. Et évidemment, ça demande à l'organisation hôte de trouver une place et du temps pour le chercheur. On termine sur quelques conditions quand même qui semblent être porteuses d'une expérience positive de ce côté-là. Eh bien, ça repose évidemment beaucoup sur d'abord une volonté des acteurs de chacune des deux parties de se lancer dans ce type d'expérience-là. Ça prend de l'ouverture. Et ensuite, ça prend de la patience et de l'écoute justement pour arriver à co-construire cette expérience en elle-même. Donc, jusqu'à présent, je dirais que le rôle de chercheresse en résidence agit plutôt comme un disrupteur institutionnel, donc comme une innovation en elle-même qui vient un peu brasser la cage. Et je pense qu'il faut poursuivre la formalisation de ces pratiques-là, garder ça en dialogue et peut-être, oui, espérer éventuellement donc une diffusion plus large de ce type de pratique. Merci. Thank you.